Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour ce 22e Perfug. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un petit message de notre sponsor. Euh, on recrute chez Octo, on recrute à la fois sur les sujets de perf, mais également sur d'autres sujets, où il y a également des sujets de perf intéressants, NoSQL, BDR, React. Donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un d'intéressé, n'hésitez pas à lui transmettre l'information et l'adresse recrutement@octo.com. Aujourd'hui, on va parler de High Performance Java sur comment faire du Java haute performance dans un produit d'intégration dans les banques d'investissement. Parce qu'on a l'honneur d'accueillir John Davis, qui est cofondateur et CTO de C24, qui a été speaker à KubeCon sur ce sujet-là et qui va nous parler de ce sujet pendant la prochaine heure comme d'habitude. Et ensuite, vous aurez des questions-réponses et donc le traditionnel pot offert par Octo sur la terrasse pour continuer à parler avec John de ce qu'il a pu nous présenter ou de tout autre sujet de performance. Ensuite, bon été. En juillet, il n'y aura pas de session. Il y aura une session en août. Une session en août sur, là encore, du Java haute performance, mais tournée autour de quelles sont les meilleures pratiques à utiliser dans du code Java pour tirer le meilleur parti des architectures processeurs et des architectures mémoire actuelles. Ça ne sera pas la 3e semaine pour être sûr qu'il y ait un peu plus de monde, mais la dernière semaine d'août, le dernier jeudi d'août. Petit sondage à main levée qui pense pouvoir, si le sujet l'intéresse, venir fin août pour voir si la date est... c'est bon. La date n'est pas un problème, c'est de ce dont je voulais m'assurer. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à notre invité et vous souhaiter une bonne séance. Bon, bonsoir. Comme vous entendrez de mon accent, je ne suis pas d'ici, je suis de Londres. Et de temps en temps, j'aurai quelques petits problèmes de m'expliquer, mais je vais essayer de vous expliquer tous en français. Les slides sont par contre en anglais, donc je suis désolé pour ça. C'est plutôt des slides que je présentais 1 ou 2 fois et j'ai quelques démonstrations aussi, donc on peut aller un petit peu plus loin dans le code. N'hésite pas de m'arrêter pour demander des questions, des références, des idées, comment ça marche, etc. Si c'est déjà dans les slides, je vous dirai, sinon on peut répondre tout de suite. Des fois, c'est mieux d'arrêter en plein milieu que d'attendre jusqu'à la fin. Comme ça, tout le monde a oublié le parti de sujet. Donc, voilà. Ce que je vais parler, c'est sur le sujet en fait, de binaire. Juste pour rappeler ce que c'est binaire. Celles qui ont commencé il y a 30 ans, même 25 ans, peut-être 20 ans, rappelleraient de ces 0 et 1, de C, C++, assembleur, etc. Donc, j'espère que vous avez d'habitude, quand on voit 1, 0, 0, en fait, ça veut dire, bon, vous savez, j'espère que ce 100. En hexadécimal, ça veut dire 6 fois 16 plus 4, etc. La même chose en binaire avec les 1 et 0. Encore pour vous rappeler, 8 bits dans un byte. 4 bits, ça s'appelle un nibble en anglais. 4 bytes en général, c'est un integer. 8 bytes, c'est un long. Et vous avez des doubles qui est en général les I triple E qui sont dans le format 8 bytes, etc. Et toutes les primitives de Java, c'est vraiment le seul moyen qu'on a d'accéder le type basique de binaire. Le reste de Java, c'est vraiment caché à l'intérieur de langage orienté objet. Et on ne sait pas, bon, on peut investiguer un petit peu, mais en général, il y a pas mal de bytes qui sont utilisés dans l'intérieur de tous les objets Java. Et c'est ça qu'on va aller un petit peu plus loin d'explorer, comment améliorer un petit peu les vitesses, les problèmes. Il y a d'autres choses que vous aurez peut-être pas utilisées récemment, sauf si vous touchez le Java. Qui travaille un petit peu en C, C++ ici? Personne? Il y a longtemps? 20 ans? 15 ans? C'est 100% Java? Bon, c'est les ANDs, le ORs, XOR, ça veut dire exclusive OR, et les NOTs. Dans le langage
Dans le hardware, ça c'est les différents mélanges de 0 et 1 qui ont les différents résultats. On peut utiliser cet operand pour tester les bits, pour changer les bits, pour mettre un 0, 1, 1, 0, etc. Quelques petites questions, je vais pas insister, on n'est pas un grand nombre ici. C'est quoi la valeur de 1, 0, la première en décimale? Non, c'est pas 16. C'est 32. Oui, donc c'est là. Et qu'est-ce qui est spécial pour celles, ça c'est vraiment une question pour celles qui ont vraiment travaillé dans C++ et semble. Qu'est-ce qui est spécial avec les deux chiffres 0x55 et AA? Est-ce que ça veut dire quelque chose? En fait, en binaire, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, et l'autre, c'est 0, 1, 0, 1. Et on utilisait, quand on faisait de mémoire, pour garder la mémoire nous-mêmes, pour faire la gestion de mémoire, on mettait souvent les 5, 5, 5, 5 au début et le 1, 1 ou les 2 à la fin. Comme ça, si jamais on dépassait la limite de mémoire, on pouvait voir, en fait, si on mettait des FF, qui est 100% des 1 ou les 0, 0, des fois, c'est moins facile de voir si on a dépassé les limites. Donc, c'était un test, juste un marqueur pour voir si on a dépassé les limites. Si on veut mettre tous les mois de l'année, en France, je sais que vous avez un peu plus de mois que le reste les Anglais. On n'a que 12, je sais que vous avez 13 au mois, vous êtes payé au moins 13 au mois ou 14 des fois. Mais même pour mettre les 12 ou 13 mois de l'année dans les bits, combien de bits qu'on a besoin pour garder 12 mois? C'est une question. 4 bits, c'est seulement 4 bits. Il y a 365 jours dans l'année. Pour mettre 100 ans de précision, donc tous les jours de l'année pendant les prochains 100 ans, combien de bits est-ce qu'on aura besoin pour stocker? Combien? Non. Non, en fait, c'est multiplier le 365 fois. Ça, c'est vraiment la mathématique. On aura besoin bientôt, mais c'est 36 000. Donc, vous savez en général que 8 bits, c'est 256. Mais 16 bits, c'est 64 000. Donc, on a besoin de 16 bits simplement, donc 2 bytes pour stocker tous les jours de l'année dans le futur. La question, c'est important parce qu'on va voir tout de suite, je vous donne les réponses là, qu'en Java, pour stocker tous les jours de l'année, on utilise 48 bytes à la place de 2 bytes. Et ça, c'est très important. Et c'est ça qu'on va voir. Le problème avec le Java, en fait, quand on stocke même les choses les plus simples, comme une date, comme on a vu, comme un string, comme un devise, ABC, ce n'est pas une vraie devise, mais GBP, USD, c'est une devise. Quand on reçoit ces informations qui arrivent, on a besoin de 48 bytes pour stocker chacun des strings. Si on a des bytes, les strings, plus les horaires, plus les dates, plus toutes les informations, chaque fois, c'est 48 bytes. Et oui, vous allez peut-être dire que si on a le même string 2 fois, en fait, le deuxième, c'est une référence, donc on n'a pas besoin de 48 bytes. Mais imaginons maintenant qu'on a les informations qui arrivent par un socket ou qui arrivent par un JMS ou d'autres choses. En fait, on n'a pas le temps de comparer les strings. Donc, pour nous, même si c'est USD, c'est un nouveau string chaque fois. Donc, on ne fait pas la comparaison dans Java. Donc, chaque fois, c'est 48 bytes. Donc, ce n'est pas seulement les strings, c'est les doubles, les big decimals, les dates. Même si on a une liste, quand on a une liste de strings, en fait, on a les strings, plus les références pour les strings qui sont stockées en général dans le mémoire, plus toutes les bytes en plus pour stocker toutes les informations de liste. Si on prend une classe très très simple, même avec quelques objets, donc une date, un string, des choses comme ça, on arrive très vite dans 500 bytes juste pour stocker le minimum d'informations. On stocke 1 million de ça c'est déjà un demi-giga. Un demi-giga, on a besoin au moins 1 giga de heap space pour garder tout ça en mémoire.
plus tout ce qui a généré et réalloqué avec le garbage collector après. On peut penser d'autres façons de faire les dates, par exemple. Donc, c'est typiquement en C ou C++. Il y a encore des façons plus efficaces d'utiliser que des bits. Mais en fait, ça, c'est pas mal efficace avec les bytes. Avec un byte, on a 256. Donc, on peut faire tous les années, tous les mois, tous les dates, sans problème. En fait, ça, c'est maintenant simplement en bytes que 3 bytes. Mais on a besoin encore 16 bytes pour l'objet qui contient les contenus. Donc, voilà, ça commence d'agrandir. Donc, C++, c'est plus efficace, mais en Java, même avec ça, ça devient grande. Juste pour mettre en perspective, ça, c'est le date d'aujourd'hui. Je recalculé cet après-midi. Quand on prend le date dans le format Unix, donc c'est l'époque depuis 1er janvier 1970, on divise par le nombre de minutes et secondes. En fait, on peut présenter avec 0x40DC. Vous prenez ce chiffre, vous notez, vous multipliez fois 86 400, qui est le nombre de secondes dans la journée, dans un jour. Vous allez arriver avec l'époque que vous pouvez même utiliser maintenant dans un date pour reconstruire la date d'aujourd'hui. Mais en Java, c'est tous les chiffres rouges là qui présentent la version Java. On prend une version pratique. Donc, c'est un fichier délimité, très très simple. C'est pas super compliqué. Donc, on a un ID, les dates, des strings qui est carrément des enumerations. Donc, c'est soit by ou sell, des devises, les montants, les taux d'échange, etc. Naturellement, quand on voit ça, pas dans Excel, c'est assez simple. En fait, en moyen, chaque ligne, c'est à peu près 70 bytes. Donc 70. On ne parle pas de Unicode UTF-16 ou quelque chose, mais 70 bytes pour l'instant. Et c'est plutôt lisible. C'est un peu mieux que XML. Et si je vous demande de faire une pause pour ça, juste pour mettre ça en mémoire, c'est vraiment facile. Ça ne va pas prendre plus que 5 minutes pour faire chercher les commentaires ou de faire un split ou quelque chose pour lire le fichier. Donc, vous êtes d'accord, j'espère que pour présenter ça en Java, vous allez taper dans 2 minutes quelque chose de très très simple. Donc, on a un long peut-être pour la ID, une date, quelques strings, un big decimal. En finance, on garde toujours les big decimals parce qu'on a les problèmes de rounding, précision. Les taux d'échange sont jamais plus que 6 points décimales, donc les doubles, ça va. Encore des strings et une date. Donc, juste pour faire un parsing, voilà, split. Donc, on fait un line.split et on peut initialiser tous les champs. Dans le format Java classique, ça marchera sans problème. Vous aurez pu mettre ça en production il y a 10 ans, 15 ans ou quelque chose, au début de Java, il y a 20 ans. Ça marchera. Mais plus récemment, on a de plus en plus d'informations, de plus en plus de choses qui arrivent de le monde entier, avec tous les gadgets. 1 million, c'était peut-être beaucoup de choses. Imaginons dans les années quand Java commençait, il y a 20 ans, d'avoir 1 giga dans la machine, c'était énorme. Aujourd'hui, d'avoir 16 gigas, c'est plutôt normal. Donc, c'est agrandi, le système a mis en production, mais on a maintenant le problème de vraiment trop d'utilisation de mémoire. On commence avec ça, c'est 70 bytes pour chacun. En Java, en mémoire, s'utilise 328 bytes pour chaque ligne. Donc, on a multiplié fois 4 déjà, juste pour les objets. Et ça, c'est 4 fois plus de mémoire. 4 fois plus, et on ne parle même pas de sérialisation pour l'instant, parce que ça c'est encore pire et encore plus grande. Donc quelque chose qu'on devait mettre facilement dans 70 bytes, maintenant prend 328 bytes. Donc c'est vraiment le Java qui est le problème. On n'avait pas ce problème avec Python, on n'avait pas le problème avec C, C++, avec tous les autres langages, c'est Java et tout ce qu'il y a de .NET, parce que le langage était désigné au début pour abstracter l'architecte, le hardware. On ne voulait pas savoir si c'est Big Indian, Little Indian dans le type de processeur. On ne voulait pas savoir
le type de mémoire, si c'est sur disque, si c'est sur réseau, etc. Donc, c'est une façon d'abstraction. Monterey, en fait, ça vient de Sun. Vous vous rappelez avant que c'était acheté par Oracle. Le Java est venu de Sun et le principe, l'objet principe de Sun, c'était de vendre les boîtes, le hardware, les Spark Stations. Et pourquoi est-ce qu'ils amélioraient le Java pour quelque chose qui utilise de plus en plus de hardware? Donc, on prenait un fichier délimité. Maintenant, c'est 4 fois plus grand. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de 4 fois plus de processeurs, 4 fois plus de mémoire, 4 fois plus de disques et des réseaux 4 fois plus rapides au mieux. Donc, c'était jamais l'objet de Sun d'améliorer le Java. C'est mon théorie et c'est la raison pour laquelle 20 ans plus tard, ça n'a jamais été amélioré. En fait, dans certains sens, c'est encore pire. Si vous êtes un des nouveaux programmeurs qui peut faire le Scala, le Groovy, etc., c'est exactement le même problème. C'est un problème de JVM, c'est un problème de .NET également. Ce n'est pas un problème de le langage de Java, c'est le virtual machine qui abstracte tout ce qu'il y a en dessous. Souvent, les solutions, parce qu'on n'a pas assez de mémoire, c'est d'utiliser un in-memory data grid. La raison pour laquelle on peut maintenant aller sur une deuxième machine. Sur cette machine, j'ai 16 gigas. Donc 16 gigas, je peux facilement mettre 8 gigas de data, peut-être 10, des fois 12 ou quelque chose. Après 12, ça commence à ralentir avec la pression de mémoire. Deuxième machine avec un cache, je peux facilement partager toute l'information que j'ai sur un deuxième, troisième, etc. On a un client à Londres avec 17 terabytes de in-memory data. Donc, ça veut dire 17 terabytes de mémoire sur 400 machines physiques. Ça, c'est un exemple là, on se trouve avec ces objets. Et ça, je peux vous dire que ces 17 terabytes, on peut mettre dans moins qu'un terabyte avec des optimisations. C'est juste parce que le Java est vraiment agrandir le système. C'est la même chose pour toutes ces options. Je ne sais pas si vous avez utilisé le Coherence, Gemfire, Hazelcast, Cache, etc. Exactement le même problème. Et chacun des options, chacun des utiles, certains qui sont open source, d'autres qui sont fermés. Gemfire, par exemple, qui est juste devenu open source il y a un mois. Ils ont des systèmes d'optimisation pour optimiser la sérialisation. Donc, ils sont bien au courant que c'est posant vraiment des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend les fichiers délimités avec notre Java. On peut peut-être mettre chacun des rows. Donc, si on met chacun des rows individuellement dans le Java, en fait, maintenant, c'est que 70, plus un petit peu le string en plus, donc peut-être 80, 90 de bytes. Et on a déjà amélioré le taille de mémoire. Le problème maintenant, imaginons qu'on veut chercher les informations à l'intérieur. On veut par exemple chercher le taux maximum d'échange entre deux devises. Donc il faut chercher un devise, l'autre devise pour avoir un pair qui présente. Donc, plus chercher ça. On a simplement le texte d'original dedans, ce n'est pas processé, donc ce n'est pas été parsed. Donc on a besoin chaque fois, c'est un peu comme XML, quand on a un sex parser, on a besoin de chercher les informations chaque fois. On a 10 millions par exemple de cela. Le temps de faire le processing à l'intérieur, c'est très très lent. Donc c'est vraiment pas possible de faire des processing. C'est bien pour stocker les informations, mais ce n'est pas bien pour chercher les informations à l'intérieur. Et là, c'est encore beaucoup pire avec XML, parce que vous êtes sûrement au courant que de chercher quelque chose avec un document XML qui a peut-être une taille de DK, de chercher les informations, de chercher 1 million d'XML, c'est vraiment dans le temps de quelques minutes. Certaines solutions, par contre, cette use case que je vous ai parlé là avec les 17 terabytes de mémoire, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont mis le XML original. Donc, quand ils font des recherches, ils mettent de XPath et
il cherche dans à peu près 200 millions des objets XML avec XPath, multiprocesseur, un query qui est partagé, mais c'est prendre pas mal de temps, dans les dizaines de minutes et quelques heures pour chercher quelque chose. Une autre idée, en fait, c'est de peut-être compresser l'information. Donc on peut prendre les objets, on peut les compresser. Le problème encore, c'est quand on cherche 100 millions de records, il faut décompresser chacun. Et ça pose des problèmes de nouveau, parce que c'est exactement le même. On a besoin beaucoup plus de processeurs, beaucoup plus de temps pour chercher. Compaction, c'est un peu différent. Si on peut compacter, on revient dans les dates qu'on avait avant. Si le date, à la place d'avoir ces 48 bytes, on peut mettre que 2 bytes, on peut toujours chercher les informations dans les 2 bytes sans être obligé de décompresser l'objet entier. Donc, on prend chacun des rows, on fait un parsing, comme avec les objets, de faire, voilà, ça c'est un long, ça c'est une date, ça c'est un boolean by cell ou enumeration, les strings, etc. Les strings, c'est sûrement dans une liste, donc on peut faire un lookup dans les listes. On peut mettre tous dans un seul byte array. En fait, ça marche, et ça marche très facilement. Donc, l'avantage avec un langage orienté objet comme Java, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi derrière, et c'est que l'interface qui compte. Donc, version classique, on fait get trade date, voilà, on fait un return de trade date. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce que là, c'est l'interface qui est cachée. Dans le jar qui est généré, on voit que la partie publique, tout ça c'est caché, c'est privé. Si on change cette interface et met quelque chose un petit peu différent, le programmeur ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est caché. On a toujours le get trade date, mais derrière, on peut mettre une autre implémentation. On peut chercher d'abord le byte qui est quelque part dans mon byte array. Des fois, il faut calculer la position, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont changées la position. Des fois, dans celui-là, c'est assez simple. Donc, on peut simplement chercher un endroit spécifique. Multiplier, comme je disais avant, le nom de ça, c'est le nom de millisecondes dans un jour. Donc, on multiplie le chiffre qu'on a eu. Donc, je disais que 2 bytes, voilà, c'est 2 bytes. Je fais une conversion avec un long. On a déjà besoin de long. Je multiplie fois le 68 400 fois 1000 encore le milliseconde, et je fais un nouveau date. Ah, mais je suis en train de créer de garbage. Mais ça, c'est le garbage qui est créé dans le hidden space. Donc, c'est comme un ring buffer. C'est réutilisé très, très vite. Ça ne touche pas dans le heap space. Donc, cette nouveau date, c'est vraiment recapturé presque tout de suite. C'est presque un new qui est gratuit. C'est pas vraiment dans le garbage qui est créé. Également, pour faire un set, on peut calculer, diviser le chiffre et remettre dans les bytes. Donc voilà, c'est exactement le même API. Ça veut dire qu'on peut changer la version classique avec la nouvelle version, et c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Pour la version que je vous ai montré avec la version délimitée, j'ai le code, vous pouvez le prendre tout de suite après sans problème. Je juste fais une version avec. C'est la version classique, la version binaire. Version classique, les tailles en mémoire, 328 bytes. La version binaire, que 39, avec une amélioration d'à peu près 800%. Sérialisation, c'est encore beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que pour sérialiser chacun des éléments, il faut mettre le nom de l'objet d'abord, plus le contenu de l'objet. Donc, c'est un peu comme XML, c'est tag value, tag value, tag value. Le tag, c'est le nom de l'objet. Et si vous avez des packages qui sont très longs, en fait, la taille de l'objet, c'est encore plus long pour la sérialisation. Avec la version binaire, c'est le nom, c'est celle que je choisis pour cet objet. Donc, également, je peux changer, mais c'est un seul. C'est le nom de l'objet que je vais faire. Ce n'est pas tous les java.lang.string, c'est java.util.date, etc. Là, j'ai encore une amélioration. Custom serialization. Qu'est-ce que je veux dire par custom serialization? Ça veut dire que, comme c'est un byte array, je sais que c'est mon byte array et c'est toujours dans mon format. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'écrire le parti
le nom de mon objet, je peux juste écrire le byte array. Et en général, on ajoute jusqu'à la frontière de tous les 8 caractères. Donc, le prochain, c'est 40. Donc, 40, 48, 56, etc. Donc, je fais 40 bytes. Ça veut dire pour chacun des lignes, j'écris 40 bytes. J'utilise que 39 de 40. Le dernier, ce n'est pas utilisé, c'est spare. Et je continue comme ça. Donc, je peux écrire tous les objets, donc que 40 bytes. Si je fais une serialisation de ces objets, pour un objet individuel, c'est 41 microseconds, donc à peu près 25 000 par seconde. Version binaire, 10 fois plus vite. Mais la partie la plus importante, c'est batch serialization. Si je mets 1000 records dans un liste, si je fais chacun des rows individuellement, c'est prendre 1000 fois ça. Donc, c'est prendre 41 secondes pour écrire toute la liste. Si je écris qu'un liste avec tous les contenus, donc je fais une serialisation de liste, c'est beaucoup plus vite. C'est 12 microseconds pour toute la liste. Mais si je le fais avec la version customized, ça veut dire avec le byte array, ça prend que 44 nanoseconds. On compare la différence entre les deux, c'est au moins 1000 fois. Donc, reviens maintenant avec le EH cache, JBoss, cache, les coherence, GEMFI, etc. L'amélioration pour la synchronisation entre les caches, c'est quelques 100 fois plus vite parce qu'on n'a pas le problème de serialisation de tous les objets à l'intérieur. Effectivement, je ne sais pas si vous connaissez ces structures, c'est le même objet avec la même structure, avec la même taille qui est dans le même format mais plus petit en mémoire. Vous êtes vraiment calme, vous êtes comme les Norvèges. En général, les Norvèges sont les plus comme ça. Pas de questions? Non. Vous dormez. Alors, un petit peu plus sur le mémoire, la façon que c'est utilisé à l'intérieur. Donc, là, c'est le graphique de 5 millions des objets. Donc, j'ai créé les objets. Le temps de création, c'est exactement le même pour les versions binaires et les versions objets. J'ai créé 5 millions de records. Je les crée sur un disque et je relire le même 5 millions de records. À la fin, je compare les deux pour être 100% sûr que mon serialisation est bon. Donc, ça, c'est le temps de créer les objets, à peu près 10 secondes, de écrire sur le disque assez vite et de déserialiser les objets en mémoire. Temps total, 220 secondes, juste pour la liste. Ça, c'est avec un heap de 8 Go, et ça, c'est utilisation de heap space pour les versions objets. Je rentre maintenant dans la version binaire, ça, c'est que 2 Go de heap space. Le dernier, c'était 220 secondes, total 40 secondes. Le temps de créer les messages, le temps de serialiser, c'est plutôt le même, encore 12 à 10 secondes comme le dernier. Mais le temps de déserialiser, ils n'ont pas besoin de créer les objets, parce que les objets il n'y a qu'un seul objet qui est l'objet de toute la ligne qui est contenue dans le byte buffer. Donc, vous voyez déjà à peu près 5 fois plus vite avec 4 fois moins de mémoire. Le prochain, c'est encore plus important. Ça, c'est le GC pause time. Donc, le temps qui est, quand on fait les garbage collection, qu'on fait un pause, soit entière ou un petit peu pour faire un full sweep ou un partial sweep de garbage. Quand on crée les messages, on a 2 GC pauses d'une demi-seconde. Et en général, ça c'est vraiment, sur certains systèmes, ça c'est vraiment critique. Ça c'est un stop the world, c'est tous les processeurs qui sont utilisés et votre système s'arrête pendant une demi-seconde. Si vous avez un système de graphique, ça s'arrête, il n'y a plus rien qui marche. Un système qui est sur un réseau, il n'y a plus de messages qui sont envoyés. Donc, on a des timeouts de TCP/IP, on a plein de problèmes. Donc, encore 220 secondes, donc c'est exactement le même
essai. Donc 2 fois une demi-seconde. Et le moyen après le 250, c'est à peu près 150 millisecondes. La plus petite ligne ici est encore plus grande que la plus grande ligne là. Donc, dans 40 secondes, le maximum, absolument le maximum, c'est 45 millisecondes. Le moyen, c'est à peu près 30 millisecondes. Donc, encore 5 fois plus vite, 5 fois moins d'utilisation, 4 fois moins de mémoire. Et là, c'est le cas le plus simple. Ça, c'est juste un fichier délimité. Avec des XML, c'est 20 fois plus important que ça. Tout ce code, en fait, on a généré. On utilisait Castor de 2000. Le début de 2000, on n'avait pas grand choix pour le binding pour XML. Maintenant, il y a JAXB qui marche très bien, mais à l'époque, JAXB n'existait pas. Il y avait Castor, GBEX, certains qui marchaient que avec les DTD, les autres avec les schemas. Éventuellement, dans 2002, 2003, ça a commencé à marcher avec les schemas. Et puis IS2 ont sorti des nouvelles versions FPML, et puis ça ne marchait pas de nouveau. Et donc, c'était un peu lent. On a pris Castor, qui était le meilleur à l'époque, et on a adapté le Castor. Ça génère exactement la même chose comme JAXB, mais on a adapté le générateur de code de générer de code binaire. Donc, c'est exactement le même que d'habitude, mais derrière le getters et le setters, c'est le binaire. Donc, ça c'est je pense que j'ai une démo. Donc, je vais juste vous montrer cette démonstration. Donc, pour le fichier délimité, en fait, celle que je peux vous donner après, je l'ai fait à la main, comme ça vous pouvez voir exactement comment ça marche, c'est très facile. Mais on arrive à le faire pour XML, toutes les versions Schema, toutes les versions ISO 20022, Swift, FPML, vraiment n'importe quoi. On peut faire avec de binaire, donc aussi. On a un modèle de binaire qui explique 8 bits, certain nombre de bytes, les bits qui correspondent à quels objets qui sont présents, pas présents pour les objets qui sont optionnels, etc. JSON, on support pour JSON Schema, XML 1.1, 1.0, etc. Et c'est le même que d'habitude comme JAXB, mais c'est généré en version binaire. Donc je veux juste montrer ça en code. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux Voilà, je vais faire un screen share. Toujours pas de questions? Je vais trouver à la fin que je n'ai absolument rien compris de mon anglais, franglais. Attendez. Je ferme, voilà. OK. Donc, ça, c'est la version des fichiers délimités. Donc, je vais agrandir un petit peu. Donc, un fichier très simple. En fait, je mets un petit peu de code pour générer ce fichier. Donc, je sélectionne une date pendant un mois. Je fais les sélections de dates random. Si ça tombe sur un week-end, j'aurai à faire. Donc, c'est les dates plutôt pour un jour dans un mois. Je fais un random avec le buy-sell, pareil pour les devises, les montants, etc. En fait, le taux d'échange, en fait, je fais une random Gaussian, donc avec une distribution normale. Donc, c'est carrément une cloche. C'est une cloche, oui. Donc, c'est vraiment de data qui correspondent à peu près des choses de vraies. Donc, j'ai la possibilité de générer différents types. Donc, je fais un factory. Le but ici, c'est de vous montrer que l'interface est absolument la même pour la version binaire et la version objet. Donc, la façon la plus facile de faire ça, c'est de faire un factory. Le factory, ça génère un type de trade. Et il y a deux types de trade. Il y a version binaire et version objet. Et en tout le code en bas, on garde le même code, mais on sélectionne les différents types. Le nom de sélection, c'est 1 million. Donc, là, c'est l'option de soit binaire, objet. Je ne vais pas faire l'objet parce que ça prend assez longtemps et ça va être un peu emmerdant
de voix générées, etc. Donc, je vais faire la version binaire. En bas, je mets tous les résultats en commentaire. Donc, pendant que ça sort, on va comparer les résultats entre les versions objet et les versions binaires. Donc, je lance ça. C'est vite, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vais montrer ce que ça fait. Donc, je fais quelques tests. Je génère d'abord les trades. Donc, je génère 1 million. Ça ne prend pas beaucoup de temps, 10 secondes à peu près. Je fais un query. En fait, le query, c'est pas. Je les génère, je les mets sur une liste. Donc, c'est une liste de immutable trades. Donc, qu'avec les getters. Le query, en fait, c'est de juste tester le list. Je veux tester le accéder. Ce que je disais avant, que si on gardait les fichiers qui sont déjà délimités, ça va être très lent de chercher les informations à l'intérieur. Donc, c'est un test de voir si le taux d'accéder les objets binaires sont les mêmes qu'accéder les objets classiques. Pourquoi? Parce que peut-être le temps de générer le new, c'est ralentir le système et c'est une bonne comparaison entre les deux. Je fais les tests de serialisation. Ça, c'est pour chacun des millions, je fais un loop. Donc, je vais montrer ça tout de suite. Et un batch, ça veut dire, je prends la liste entière, je dis à la liste, voilà, serialisez-vous et voilà. Et il y a une version spéciale que pour le binaire et c'est custom serialization. Donc, on ne peut pas faire avec les objets. En fait, on sait exactement ce que c'est le partie byte. Donc, on fait écrit avec Java NIO pour écrire le byte elle-même. J'ai d'autres tests pour écrire Hazelcast, la version C++. Voilà, le simple query, c'est assez simple. J'utilise le Java 8. Donc, c'est comme je disais avant, comme un exemple. Donc, on a immutable trades, on crée un stream. Avec le stream, je peux faire un filtre. Je filtre le GBP, le USD et la version buy. Donc, c'est un buy de GBP contre USD. J'ai maintenant une distribution de 1 million de floats qui sont distribués de façon normale, gaussienne. Je fais un sorted et je prends celle qui est la plus élevée. Je fais un printout. Donc, c'est juste pour accéder, de chercher 1 million le fin de ça, c'est à peu près 27 000 ou quelque chose. Je trie le 27 000. Ce n'est pas un test de Java, c'est juste un test pour accéder les deux différents types de version objet au binaire. Ce n'est pas le test le plus safe, secure. Batch serialization, en fait, c'est juste la liste entière. Donc, je fais la liste, je vais faire serialize, deserialize, et je vérifie les résultats des deux listes pour être 100% sûr que j'ai bien fait les deux listes. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant. Donc, on va voir les résultats maintenant, qui est déjà fini. Et je garde le code là-haut. Donc, j'ai généré le 1000 trades, qui était à peu près quelques secondes. Ça, c'est le petit loop pour chercher le GBP, USD, le taux le plus haut de toutes ces listes. Le temps de chercher 1 million, à peu près 200 millisecondes. Quand on compare avec la version objet, using objects, vous voyez, ce n'est pas le même résultat parce que c'est en train de générer un random, donc c'est plutôt un test de random. Donc à peu près pareil. Chaque fois que je lance, c'est un petit peu différent. Donc, ce n'est pas une vraie test avec de saturation de processeur. Donc, les marges d'erreur sont acceptables. Donc, entre les deux, c'est plutôt pareil pour accéder. Le temps de serialisation. Donc, avec la version objet, pour chacun de faire serialisation, c'est à peu près 42 secondes pour 1 million. Donc, 42 microsecondes chacun. Le temps binaire, c'est celui-là, 3 secondes. Donc un tout petit peu plus vite, 10 fois au moins. Taille, 676. J'ai d'habitude dit 76, mais voilà. C'est beaucoup plus facile que les chiffres français. Et
c'est pas 91, c'est 91. 4 fois 20 plus 11, voilà. Voilà, 91, oui. Donc, beaucoup plus petit et beaucoup plus vite. On continue avec la comparaison. Ça, c'est le temps de sérialisation de la liste entière. Donc, on demande les listes de se sérialiser à la place de faire chacun tout seul. Donc, c'est quand même plus vite. 12 secondes. La version list serialization, 0.5 secondes. Donc, on est déjà de plus en plus vite. Le taille, 175 000 bytes. Ici, on n'a que 48 000 bytes, plus un petit peu qui est le nom de la liste à la fin avec le type de liste. Et le good à la fin, ça veut dire que la comparaison est bon. Et finalement, on n'a pas à disque. Donc, et finalement, sur la version binaire, c'est de écrire toute la liste version binaire, parce qu'on sait exactement ce que c'est la version binaire. 130 millisecondes, ça c'est pour écrire 1 million de records sur le disque, pas sur mémoire, mais sur disque. Et de relire, c'est que 46 millisecondes. Ça veut dire qu'on peut carrément mettre ces 1000 records. Le temps de faire le parsing, c'est peut-être quelques secondes, mais après, si on veut faire des recherches, par exemple, on peut mettre 1000 records dans version binaire, les lire sur le disque avec 46 millisecondes. Ajoute ça, plus le temps de faire le recherche, par exemple. Donc, on peut maintenant lire 1 million de records de disque et de chercher quelque chose, c'est pas super compliqué, mais assez compliqué, dans moins que 250 millisecondes de disque. C'est absolument pas possible avec la version objet. Et c'est même pas, on peut faire avec un batch en serialisation. Donc, on n'a même pas besoin de garder en mémoire. Donc, c'est plus vite sur le disque en version binaire qu'en mémoire avec la version objet. Bon, je continue avec les slides. Pas grand-chose pour celles qui sont dehors. On est presque là. Toujours pas de questions. Ah, super. Merci. Aerolog pour les longues. Ah. Oui. Ah oui, en fait, on utilise run length encoding parce que en général, quand on fait une analyse sur les informations, on trouve que la plupart des integers, en fait, ne sont pas des integers avec 5 ou 6 décimales. En fait, la plupart sont jusqu'à 100, 0 à 99, ou 0 à 1000 ou quelque chose. Donc, en fait, beaucoup plus souvent qu'on trouve quelque chose de plus petit que plus grand. Donc, on est capable de faire d'utiliser le top bit, le 1 bit, et fait le premier qui est jusqu'à 127. Et puis, si ça dépasse le 127, on set le top bit et on utilise le prochain et ça continue comme ça. C'est un tout petit peu plus lent de recalculer, mais on a des avantages en taille. Pour celles encore qui rappellent de C++, on avait des optimisations moins O1, O2, O3, etc. pour optimisation de taille mémoire, optimisation d'accéder, de vitesse, etc. Donc, pour la génération de code, on a des différentes optimisations de faire run length encoding ou de garder tous les integers la même taille. Oui. Exactement, oui. Donc, mais c'est encore beaucoup pire que ça, parce que sur quelque chose comme XML, bon, je continue, mais sur le XML, de chercher quelque chose, parce que les différentes tailles de l'XML, les différents nombres de choses qui répètent, les strings qui changent en taille tout le temps,
en fait, de calculer le dernier champ, peut prendre pas mal de millisecondes. Et j'arrive. Patiente 2-3 minutes. Donc, XML, comment on fait la XML? Donc, de rentrer un petit peu plus dans les choses qu'on peut faire. Celui-là, c'est juste un tout petit peu. En fait, il y a 14 000 éléments dans le FPML. Là, c'est que 3. Oui. En fait, un objet, 2 objets, 3 objets. On met tous les objets ensemble et typiquement, ça génère 144 bytes en mémoire. C'est beaucoup juste pour cette information. En fait, c'est plus grand que la XML. Bon, j'ai choisi ça parce que c'est un bon exemple, mais ce n'est pas toujours assez mauvais, mais c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le binaire? Bon, en fait, on n'a pas besoin de la reset frequency parce que c'est toujours la même chose à l'intérieur. S'ils sont optionnels, on peut garder un bit pour chaque option. Mais s'ils sont obligatoires, c'est toujours la même chose. Donc, on n'a pas besoin de stocker cette information. En fait, le period multiplier, c'est jamais plus que 30. Donc, on peut utiliser que 5 bits pour stocker ce chiffre. Le period, en fait, c'est soit day, week, month, quarter ou year. Donc, on a besoin que 3 bits pour stocker. Les 5 bits plus les 3 bits, on peut mettre le entier de ça dans un seul byte. C'est tout ce qu'il faut. Donc, on gagne 144 bytes. Par contre, pour chercher ce petit morceau de 14 000 XML à l'intérieur de notre grande XML, calculate le offset, c'est prendre du temps. Et il y a encore des optimisations qu'on peut faire. Aussi, il faut parler de serialisation et deserialisation. Il y a pas mal de... J'imagine que vous avez touché ces genres des projets Avro, Cryo, Thrift, Protobuf, etc. En fait, on a c'est toujours un prospect ici à Paris il nous a testé, comparé avec ces choses. En fait, on a dit, bon, on n'a jamais vraiment optimisé la serialisation, donc ça va être très mauvais. Parce qu'on a fait des codes qui fait des réflexions. Ils disent, qu'est-ce que le prochain type? Donc, on fait des réflexions, on fait une instantiation on crée le méthode, l'objet, le méthode, on fait un set, donc on fait le prochain, etc. Donc, réflexion, donc c'est assez lent. C'est exactement la même façon que ça marche, la serialisation de Java. Donc, ils ont dit, bon, quand on compare avec Cryo, Avro, etc., leur Cryo, c'était comme ça, Avro comme ça, Thrift comme ça, et notre version, c'était comme ça. C'était horrible, vraiment embêtant. Donc, on a fait des optimisations sur l'Eurostar pour le retour. On a optimisé, après quelques semaines, 160 fois plus vite. Parce que maintenant, on n'a pas besoin de réflexion, parce qu'on sait exactement ce qu'il y a dans l'objet, parce qu'on a la définition de l'objet. Donc, on peut écrire carrément la serialisation à l'intérieur, comme si quelqu'un tout saisit à la main. Donc, tous les serialize, deserialize sont faits vraiment à la main, comme chacun des éléments. Donc, on peut faire n'importe quel format encore plus vite que tous les différents types. Donc, on a fait des tests avec les XML, avec la version qui est sur l'Internet qui fait la comparaison. On est le plus petit et le plus vite. Par exemple, un benchmark, j'utilise un outil qui est superbe, qui a utilisé JMH. C'est génial. C'est un peu comme JUnit, mais c'est vraiment pour faire les tests de performance. C'est créé par un mec un Russie qui travaille pour Oracle. Donc, c'est vraiment un vrai hacker. C'est le I.O., donc c'est notre produit, le Integration Objects. Ça, c'est la version Cryo. Donc, on a les différents types. Le count, ça veut dire combien de messages qui étaient faits. Score, bon, c'est la vitesse, et le score, c'est plutôt le nanoseconds par opération. C'est quelque chose qu'on peut lancer en disant, voilà, turn pendant 20 secondes et je prends la dernière seconde. Donc, c'est vraiment très configurable. Encore, vous avez les slides après. Donc là, c'est le GMH. Pour celles qui n'ont pas utilisé avant, c'est vraiment quelque chose que je recommande d'essayer pour les benchmarks, les tests.
comme c'est de Java pure, on peut même faire des choses avec Spring, avec Fuse, Camel, Mule, tous les autres différents types de USB. Ils marchent comme c'est de Java. Donc avec de Spring, on peut faire quand même isValid. Et isValid, c'est une méthode qui a peut-être deux binaires à l'intérieur, mais ça marche dans Spring comme si c'était une méthode complètement normale. En fait, quand on a mis ça en production chez Vodafone, le plus gros problème qu'on avait avec Spring, c'est que toutes les expressions sont calculées avec des réflexions. Et la réflexion a pris 770 nanosecondes, et c'était le plus lent de tous les calculs qui étaient faits. Et donc, quand on fait deux expressions calculées, on est vraiment limité sur la vitesse. Donc, le mec qui chez Spring et en fait mis des compilations à l'intérieur de Spring. Maintenant, quand on fait des expressions, ça peut être compilé on the fly. Donc, quand il voit la même chose qu'il utilisait plusieurs fois, il y a une petite pause, comme avec la JVM qui fait les optimisations. On a jusqu'à 60 nanoseconds maintenant. Donc, ça génère un method call. Donc, quelqu'un, vous utilisez le Spring ici? Non, c'est vraiment pas fait en France. Bon, j'oublie alors. Comment ça marche? Bon, on a quelque chose de compliqué, XML, JSON, etc. Et qui utilise le JAXB, JBex, etc., Caster, voilà. Donc, toutes les mêmes choses. On prend le schema, on importe le schema, ça génère le code. On a également des options de mettre les validations. Donc, c'est les méthodes Java. On peut faire un mapping entre le schema. Donc, il y a un mapping entre les validations et le schema. Pour certains types de messages, on a des obligations de tester pas simplement le syntaxe, mais le semantics. Est-ce que cette date est une week-end? Est-ce que cette date est une congé? Est-ce que cette date est supérieure à d'autres dates? C'est les options, les règles qui sont business rules. On génère également avec une petite option la version binaire, qui est la version avec exactement le même API que celui-là, avec une petite utile pour faire changer entre les deux formats. Et en fait, maintenant, c'est le changement entre un format et l'autre qui a été amélioré pour la sérialisation, pour mettre sur le Ethernet ou quelque chose. Dernière démo, et puis c'est l'heure de bière. J'espère que c'est mis dans le frigo. Ce que je vais prendre, c'est quelqu'un ici qui travaille en finance? Ouais, un petit peu. Ça veut dire que tu as un compte en banque ou... Ah, bien fait, oui. Bon, FPML, c'est Financial Products Markup Language. Si vous avez besoin d'un bon exemple de XML et comment ça marche le schema, c'est carrément une bonne. C'est bien fait. C'est le meilleur que j'ai vu dans toutes les différentes versions. C'est 14, c'est chez ISDA, donc vous allez chez isda.org et c'est ouvert. 14 000 différents éléments, à peu près 90 différentes versions maintenant. Une version qui sort tous les 2 mois pendant des années, donc pas mal de versions. Donc je prends un interest rate derivative, ça c'est ce qui est complètement, je cherche un autre mot que foutu, mais ça marchera, qui a complètement foutu le monde financier en 2008, c'est les derivatives. Mais toutes les derivatives qui nous a mis là où on est maintenant avec les problèmes de Grèce, tout ça, c'était tous fait en FPML. Donc, c'est la faute à FPML. Je vais créer cette FPML, c'est 7.4 K. Donc, c'est assez grande. Je vais montrer le XML. Imaginons de chercher 1 million de ces XML, de chercher des informations à l'intérieur. Ça prendra beaucoup de temps. Même si on fait dans 1 milliseconde pour chacun, c'est en moins 1000 secondes qui est 20 minutes. Donc, c'est lent. Sur le test, je vais prendre un seul XML parce que le temps même de faire le parsing d'1 million, ce n'est pas faisable avant qu'on a fini le bière. Ils ont fermé. Donc, je vais prendre un seul XML et je vais modifier le XML et je vais générer... je vais modifier juste 1 ou 2 petites parties
et je vais générer un nouveau et je vais faire ça 1000 fois. C'est vite fait, donc vous n'allez pas vous endormir trop vite. Je vais faire des recherches dessus et on va écrire sur le disque et de montrer les mêmes types de chiffres. Et puis je vous promets, ça c'est le dernier slide. C'est bon ça, ok. Alors, interest rate swaps. Encore des questions? Non, pas. OK. Alors, je vais montrer d'abord le XML. Vous adorez le XML, j'imagine. Donc, ça c'est le XML même que je vais lire. OK, donc c'est 7.4K. Les parties que je vais changer, en fait, je vais changer quelques dates ici. Je vais changer le trade ID. Je vais changer le montant. En fait, c'est voilà, il y a certains initial values, donc je vais mettre un chiffre random dedans. Il y a d'autres valeurs que je vais changer quelques autres, mais en général, le reste, on laisse comme c'est. Voilà, je le lance. Comme ça, on peut parler de ce qui se passe. Donc, j'agrandis un petit peu. J'ai créé 1 million. Et comme vous allez voir, c'est tellement vite que j'ai besoin de faire le test 20 fois juste pour être capable de mesurer un temps réalistique. Je vais sérialiser, donc je vais mettre juste sur une directory temporaire. Là, j'ai une liste de FPML documents et c'est un SDO, donc c'est un Simple Data Object, donc c'est des versions très petites. La première chose que je vais faire, c'est le setup. Le setup, c'est génère le list. Je vais faire un test size. Donc le test size, je vais faire quelques interrogations sur l'intérieur les objets. Je vais faire en serial avec un seul thread. Je vais faire en parallel threads pour voir la vitesse d'accéder. Et je vais tester la performance pour serialisation, déserialisation. Donc, voilà ce que je cherchais. Oui. Donc, c'est vraiment les listes. Donc, on prend la liste, on fait un stream ou parallel stream, un filtre pour chercher tous les fichiers sur le mois de juillet. Je cherche une information, en fait, c'était le montant. Et je fais un map reduce de tous les montants avec un big decimal et je prends le total de 1 million de ces chiffres. Comme c'est random, ça va être chaque fois que je le lance, ça va être une nouvelle valeur, mais c'est normal. Donc je fais la même chose. Donc vous voyez le premier ici c'est stream, le prochain c'est parallel stream, donc je vais faire les mêmes choses plusieurs fois. Je fais également juste un petit account. Ça c'est accéder à un seul champ. Si on fait des calculs, si on fait des agrégations, etc. J'accédais à un seul champ dans la XML. Je le fais avec un for loop. Je fais avec un stream, avec un map to int, avec un sum, qui est exactement la même chose. Et puis je fais la même chose avec exactement le même code ici, avec un parallel stream. Donc j'ai 4 cores hyperthreaded, donc il divise le 1000 en 8 et fait 8 threads pour faire le même calcul avec un map reduce pour les threads. Comment ça s'appelle? Le parallel threading. Et voilà, donc je vois les résultats. Voilà. Alors, je calculais 1000. En fait, à la place de calculer le 1000, en fait, j'avais sauvegardé tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup plus facile, à la place de générer 1 million, je relus ce que j'avais avant. Je
je fais un dump. Le dump, en fait, c'est un for loop qui traverse le byte array. Et chaque fois qu'on voit quelque chose qui est lisible, je le mets comme un caractère ASCII. Sinon, c'est un point décimal. Donc, c'est une bonne façon de voir les informations qui sont dedans. Voilà, ça, c'est la version de FPML. Là, c'est le trade ID des deux. Et le taille en total, c'est descendu de 7.4 K de l'XML jusqu'à 376 bytes. Le temps de chercher les résultats sur 1 million, de chercher, imaginons juste un seul morceau d'information sur 1 million de records XML, juste 600 millisecondes. En parallèle, 171 millisecondes. Et celui-là, ça génère des objets, parce que c'est les big decimals qui sont générés. Donc, c'est le plus lent. Celui-là, en fait, c'est juste un int. Donc, il n'y a aucun objet qui sont générés avec cette recherche. C'est un int qui se trouve à l'intérieur de la XML. Donc, c'est chercher tous les XML. Donc, de faire le for loop, celui-là, c'est 7 millions par seconde. De faire le stream boucle, en fait, c'est 6 millions par seconde. Si je le lance une deuxième fois, ça va changer. C'est un peu bizarre. Java 8, c'est un peu magique. Et en parallèle, 24 000 par seconde. 25 millions, excusez-moi, 25 millions par seconde. Ça veut dire que je peux prendre 1 million des XML sans index et de faire une cherche, comment on dit, brute force, de chercher tous les records 1 million à 25 millions par seconde. Imaginons maintenant la version dans cette banque, je ne peux pas donner le nom, une grande banque à Londres avec 17 terabytes qui a que 200 millions. Je peux chercher tous les 200 millions, brute force, dans 4 secondes, sans index. Et encore 200 000, je peux carrément faire le métier sur mon laptop. Et mon but, c'est de faire un petit grid de Raspberry Pis et de rentrer chez cette banque et de montrer qu'en fait, je peux faire leur système qui coûte 6 millions de livres, pas des euros, beaucoup plus de euros. 6 millions de livres et je veux les montrer sur les Raspberry Pis comment faire plus vite. Je pense, pour l'instant, c'est à peu près 12 ou 16. Donc, je peux toujours faire avec un battery pack en plus. Donc, mais je peux le faire avec des SSDs aussi. Donc, je vais mettre juste une carte SSD dedans. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux lire sur les SSDs juste une petite carte plus vite qu'eux, ils peuvent chercher pour le système distribué parce qu'ils ont besoin de serialiser, déserialiser tous les messages pour faire la MapReduce. Donc, pour écrire ces fichiers, donc je fais un fichier random avec le nom de serialisation. D'écrire 1 million, ça prend 2 secondes et demie d'écrire. Et de relire, c'est 1 demi-giga sur disque. Et le temps de relire que 800 millisecondes. Donc, ça veut dire que je peux lire 1 million de disques, chercher 1 million dans 40 millisecondes. Et donc, je peux faire le entier, 1 million, dans moins d'une seconde de disque. Oui. Simplement parce que le disque est plus lent. C'est un SSD, donc c'est plus lent de serialiser et déserialiser. En général, c'est plus lent d'écrire que de lire. C'est différents types de disques. Oui, plutôt le disque, oui. Non, ça devrait être plutôt le disque parce que en fait, ça c'est la version optimisée. Donc, je prends chacun des byte arrays et je fais 1 million sur les byte arrays et je crée un buffer. Et je remplis le buffer jusqu'à une taille de, je sais pas, quelques 8 mégas ou quelque chose. Je fais Java NIO, je crée le bloc,
je bouge à la prochaine, je crée le bloc. Et c'est pareil quand je relire, je prends un bloc de 8 millions, je lis mes messages, je prends le prochain 8 millions, je lis les messages. Et donc c'est dans ces batchs. En fait, si ça vous intéresse, je peux peut-être optimiser. Non, c'est bien d'être curieux. Oui. Donc, vous avez demandé, monsieur là a demandé pour la performance de lire les messages. Donc, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Quand on cherche, par exemple, bon, c'est un des chiffres qu'on a cherché, par exemple celui-là, en fait, certains de ces champs sont répétitifs. Donc, des fois, on a une, des fois, on a plusieurs, et à l'intérieur de ça, on a d'autres choses. Et certains des strings bougent tout le temps les places des objets. Le XML entier se trouve dans un seul byte array. Ce n'est pas plusieurs byte array, c'est un seul byte array. Donc, on a besoin de calculer chaque fois. Donc, c'est la taille de header plus la taille de premier champ fois le nom de choses. Et on a besoin d'aller à l'intérieur, calculer la taille de ça. Donc, c'est vraiment récursif. Ce n'est pas exactement récursif parce que certaines choses, on sait exactement la taille. On peut également mettre certains chiffres. En fait, quand on a des choses qui répètent, la première chose qu'on fait, c'est un byte qui est run length encoded, qui dit le nombre de fois que ça répète. Également, on peut mettre les bits arrays qui disent quels champs qui sont là, qui ne sont pas là. Donc, on peut sauter celles qui ne sont pas là. Et la dernière chose, on peut mettre les index, comme on l'appelle les bookmarks, à l'intérieur de byte array. Donc, le byte array, c'était 376 bytes. On peut mettre 2, 5, 8 bookmarks. Et quand on cherche, par exemple, ces champs-là, on peut dire, en fait, c'est bookmark 7 plus le offset. Celui-là, c'est bookmark 8 plus le offset. Donc, encore, c'est une optimisation qui prend un petit peu plus de place parce qu'on a besoin de les bookmarks, les offsets, mais c'est beaucoup plus vite pour faire des recherches aussi. Deuxième chose qui est intéressante, et c'est le plus intéressant, je pense, quand on met ça dans le Java classique, on est un objet, un objet, un objet, un objet, un objet, un objet, plein d'objets. En fait, les objets sont des objets à l'intérieur des objets qui sont à l'intérieur de mémoire, qui sont partout dans le mémoire. Quand on commence, c'est linéaire comme ça, donc c'est un objet, 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 objet. Mais après un peu de temps, quand on fait des garbage collection, quand on delete quelque chose, on se passe, on commence d'avoir des objets qui sont un peu partout. En fait, en Java, tout ça, c'est des références. Donc, on a un seul objet dans le root qui a une référence de tous les enfants de cet objet, qui ont des références des autres objets, qui ont des références des autres objets. Et tous les objets se trouvent partout dans le mémoire. Et dans le processeur, chaque fois qu'on cherche une information comme ça, on a besoin de faire un dereferencing de cet objet-là, plus cet objet-là, plus cet objet-là, plus cet objet-là, en cherchant dans le mémoire. Et chaque accès aux mémoires, c'est prendre 40 fois plus lente que les accès dans le cache de CPU. Quand on prend de byte array, l'objet entier se trouve dans un seul byte array. Donc, ça rentre dans le L2 et le L3 cache. En fait, avec juste un laptop comme ça, j'ai 8 mégas de cache L3. Donc, on peut voir, en fait, on peut faire un accès à un champ comme ça une fois, et c'est beaucoup plus long. C'est à peu près 15 fois, sans avoir les bookmarks, c'est à peu près 15 ou des fois 30 fois plus lente que la version Java. Mais quand on met la même chose, on fait en cherchant sur 1 million, comme ils sont montés dans le cache, en fait, c'est encore plus vite. Donc, on fait pas simplement on a la perte de 30 fois plus lente avec le gain de 50 fois plus vite. Donc, à la fin, on est au moins 3 ou 4 fois plus vite que la version classique objet. Donc, le temps d'accéder à ces informations avec le byte arrays sont incroyablement plus vite. J'ai un test quelque part, je pense que, je ne sais pas si ça vous intéresse. Sinon,
C'est le temps de boire de la bière. Store comparison, SoftBank, GMH samples, voilà. Oui, je pense que ça prendrait trop long, ça va être trop lent de lancer parce que je fais vraiment des tests qui prennent quelques minutes de lancer. Mais en fait, ce que je fais, c'est de faire la version objet. On ne peut pas mettre 1 million de vrais objets parce qu'en fait, les objets sont 18 K chacun. Donc 1 million, j'ai besoin de 18 gigas de mémoire. Je ne vais pas essayer sur le laptop. Donc, je fais avec 100 000, donc je peux accéder 100 000, d'accéder, comme les objets sont déjà là, ils sont assez vite de chercher les objets. C'est une référence, 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 etc. J'ai l'objet même. Dans la version binaire, j'ai besoin de faire un seul référence, chercher mon byte array et faire les calculs. Les calculs, ça prend 20 ou 30 fois plus lent qu'accéder les objets. Mais après le monter dans la cache, c'est encore plus vite que la version objet. Donc la version binaire est largement plus vite que la version objet, juste à cause de le preloading de cache. Et le pièce de résistance, c'est la dernière slide. Et maintenant, vous pouvez demander les questions. Merci. Question? Pas de question de tout? Vous avez tous soif. Oh, il y a toujours un. C'est une très bonne question. Comment changer les versions? En fait, les versions sont, comme c'est de Java généré, ils sont forcément liés avec le code. Donc, la version binaire est forcément liée avec la version code. Mais on a une solution, parce que c'est la première chose que quand on va chez les clients, ils disent « Ah, mais on a plusieurs versions, etc. » La première chose qui est arrivée, en fait, j'étais chez un client, et la première chose qu'ils ont fait, c'est « Ok, c'est superbe, ces objets sont très petits, ça marche très très vite, mais j'ai besoin de certaines informations qui vont changer un petit peu. Donc, on va mettre plusieurs versions de ces objets. Donc, on va mettre version objet 1, version objet 2. Donc, c'est le payload. Donc, on va chercher toutes les informations qu'on veut, comme la date, le numéro de série, des choses comme ça. On va les mettre sur un header. Et en fait, le header est devenu 3 fois plus grand que le payload. Parce que le header, c'est les objets classiques. Et le payload, c'est les binaires. Et on a vu ce qui se passe. En fait, ils avaient un problème parce qu'ils avaient, c'était un telco. Ils avaient 10 gigabytes, 10 gigas de Ethernet. Et c'est dépassé facilement le maximum de vitesse qu'ils avaient. Donc, on disait pourquoi sortir les informations et mettre vraiment tout dans la header. En fait, c'est une interface et on n'a pas besoin de mettre les informations. On peut garder juste une interface qui dise get date, get header, get machin, etc. On fait ça une interface. Et dans le générateur, on prend ça comme des smart methods. Donc, c'est les virtual methods. C'est les objets qui sont cachés à l'intérieur de XML. Qui sont difficiles à trouver des fois. En fait, 2 raisons pour lesquelles ils ont gardé dans le header. Première chose, qu'ils sont difficiles à trouver parce qu'ils sont getMachin.getMachin2, .getMachin3 parce qu'ils sont cachés à l'intérieur de la XML et là, c'est vraiment difficile à chercher. Et deuxièmement, c'est parce qu'ils avaient plusieurs versions et les informations se trouvaient dans des différents endroits. Donc, on a implémenté des interfaces. Et pour les interfaces, on peut pointer tous les virtual methods pour chacun dans les payloads. Et on garde la même interface pour plusieurs différentes payloads. Et on peut faire les héritances entre version 1 qui hérite version 1.1 qui hérite version 1, etc. Et d'avoir plusieurs payloads derrière qui sont implémentés. Il faut quand même que quelqu'un saisit le code qui dise voilà où est-ce que je trouve, mais j'ai un petit peu... j'ai un slide qui vous montre ça, peut-être. Vous allez voir, j'ai caché plein de slides pour... Non, je ne sais pas les...
Oui, en fait, quand on importe le schema, en fait, ce que nous on fait, la question c'était, on a une définition de le CSV, de binaire, etc. Quand on importe un schema, on ajoute plein d'informations. Il y a des informations qui sont pas dans le schema. Par exemple, les règles de validation, des choses comme ça. C'est pareil pour un fichier binaire, c'est pareil pour un fichier CSV. On explique le délimitateur, on explique ce que c'est entre des guillemets, est-ce que c'est dans certains formats. Toutes ces informations sont stockées, on ne les stocke pas dans un schema parce que ce n'est pas suffisamment riche. Donc on les stocke dans XML en fait. Donc nous, on importe le schema, on l'importe dans notre version schema++ dans version XML. On publie le schema de cet XML, donc c'est pas caché. Pareil pour le binaire, donc on stocke toutes les informations. On peut même sortir le schema de la version binaire, qui peut être réimporté pour générer de binaire. Donc on peut importer des fichiers CSV et exporter un schema qui correspond au CSV. Ça, c'est assez intéressant pour, par exemple, de C++, de .NET, parce que le .NET, pour importer le schema, et de générer une version de code, version .NET, qui correspond à 100% avec la version CSV. D'autres questions? Oui. Je n'ai pas tout entendu, excusez-moi. Ça change. Vraiment, les vrais avantages sont pour les messages qui sont compliqués. Le plus simple le message, le moins de gagne. Donc en fait, le fichier délimité, c'est vraiment le plus simple. On ne gagne pas grand-chose avec un fichier délimité parce que on ne gagne pas avec les optimisations de encapsulation, des optimisations de hiérarchie qui est formée dans le XML. Donc de comparer avec POF, si vous utilisez Coherence de PDX avec Gemfile et les formats de serialisation, pour un fichier simple, on est quand même plus vite, mais pas des fois que 10%, des fois 50%. Mais pour XML, on rentre tout de suite dans 50 fois plus vite, sans problème. Parce qu'il n'y a pas un format comme Protobuf pour les XML, sont faits carrément à la main. Et pour 14 000 éléments, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on le fait, parce qu'on a tellement de clients qui utilisent le XML, ISO 20022, 15022, etc. etc. C'était vraiment une optimisation qui était tout de suite, oh, superbe. Ils ont sorti le cache et la valise. D'autres questions? Non? Bon, merci.